Bon, vous avez bien compris que le sujet central est le projet CIGEO d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure, mais on a pensé qu'il était intéressant de brosser assez rapidement l'ensemble du problème des déchets nucléaires. CIGEO étant, on peut dire, la dernière étape. Donc je vais présenter d'abord cette question des déchets nucléaires en général, et après Bertrand Thuillier parlera plus directement de CIGEO. Alors voilà. Ce sont des choses assez simples hein, au départ, mais la production d'électricité, il faut bien voir que la plupart des déchets nucléaires dont on va parler viennent des centrales nucléaires et du système nucléaire français de production d'électricité. Dans la production d'électricité, vous avez trois façons de produire l'électricité. La plus simple, et je dirais presque la plus directe, c'est directement l'utilisation de l'énergie lumineuse qui tape sur du silicium et qui produit de l'électricité, c'est l'effet photovoltaïque. C'est relativement simple, c'est assez peu développé, mais c'est probablement la production d'électricité de l'avenir, en tout cas dans un délai d'une trentaine d'années, ça sera probablement la première source de production d'électricité au monde. La deuxième façon, c'est l'énergie mécanique, c'est-à-dire que vous faites tourner une roue ou des pales d'éoliennes, et à ce moment-là, à partir du mouvement de la turbine, vous avez la production d'électricité directement. La troisième façon, qui est la façon dominante actuellement dans le monde, à peu près 70% de la production d'électricité, c'est de produire de la chaleur, et puis, à partir de cette chaleur, produire de la vapeur, et la vapeur va dans la turbine, et la turbine permet, à travers un turbo-alternateur, de produire de l'électricité. Et les sources pour cette énergie thermique, donc cette production de chaleur, c'est les énergies fossiles, c'est bien connu, surtout le charbon au niveau mondial, la biomasse, on peut brûler du bois, la géothermie, on peut prendre la chaleur de la terre, et le nucléaire. Et en fait, le nucléaire n'est pas une énergie miracle qui produirait de l'électricité directement. En fait, les centrales nucléaires, on va le voir, produisent de la chaleur. On a trouvé une nouvelle façon, après avoir utilisé le feu, on va utiliser l'énergie nucléaire. De quelle façon? Eh bien, par la fission et la réaction en chaîne. En deux mots, c'est relativement simple. Les processus sont compliqués, mais il se trouve que si un neutron, qui est le composant du noyau de l'atome, de tous les atomes, tape sur un noyau particulier d'un élément qu'on trouve dans la nature, l'uranium, et en particulier son isotope uranium-235, il fait une explosion. Donc la libération de l'énergie nucléaire, c'est une petite explosion minuscule au niveau d'un atome d'uranium. Et ça produit, ça casse le noyau d'uranium en deux, et ça produit des morceaux que l'on appelle les produits de fission, c'est-à-dire des corps qui sont aussi d'autres éléments, mais qui sont sortis de la cassure de l'uranium-235, et un ou deux ou trois neutrons. Ces neutrons vont à leur tour tomber dans d'autres noyau d'uranium-235. Donc le premier phénomène de l'explosion du noyau d'uranium-235, c'est la fission, et la multiplication de ces fissions du fait de la projection de ces neutrons, c'est la réaction en chaîne. Si vous combinez la fission et la réaction en chaîne, si vous avez une quantité très importante d'uranium-235, quelque chose de très concentré, vous pouvez faire une explosion, c'est la bombe atomique. Si vous arrivez à une quantité d'uranium-235 qui est moyenne, je dirais, à ce moment-là, vous pouvez maîtriser la réaction en chaîne et vous avez, du fait de l'agitation des produits de fission, vous avez une production de chaleur. Donc, l'origine de l'énergie nucléaire, ça a été découvert à peu près en 1938 et 1939, c'est pas si loin que ça. Et la première utilisation a été une utilisation militaire, puisque ça a permis de fabriquer les bombes qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Alors, on produit, ce qu'on retient de ça, on produit de la chaleur, d'une part, et on produit des produits de fission, et également, c'est important pour la suite des déchets, en particulier CIGEO, c'est par des réactions nucléaires qui ne sont pas de la fission, mais d'autres réactions nucléaires, on produit ce qu'on appelle des actinides mineurs, c'est-à-dire des corps qui n'existent pas dans la nature et qui sont plus lourds que l'uranium. Et on produit également du plutonium.
non, c'est comme ça. Voilà. Alors, ça, on ne parlera pas de la bombe ici, mais de la production d'électricité à partir des centrales nucléaires. Vous avez ici une centrale nucléaire qui est typique des 19 centrales. Il y a 58 réacteurs en France de ce type qui sont dans 19 centrales réparties à peu près sur l'ensemble du territoire. Et là, vous voyez à gauche ce qu'on appelle la cuve du réacteur. C'est là que se produit, à l'intérieur de cette cuve, la réaction de fission et la réaction en chaîne. Donc, c'est à l'intérieur de ça que, on produit de la chaleur qui va être récupérée à travers le circuit orange, qu'on appelle le circuit primaire. Cette chaleur va être transférée dans ce qu'on appelle le générateur de vapeur, que vous voyez dans l'enceinte de confinement en haut à droite, où se produit de la vapeur qui va passer dans la turbine. Ensuite, c'est refroidi, ça revient, et vous avez un cycle qui permet de produire la chaleur, de la récupérer, de produire de la vapeur, et la vapeur permet de produire de l'électricité. Et donc, à l'intérieur du réacteur sont produits les produits radioactifs les plus dangereux, c'est-à-dire les produits de fission, le plutonium et les actinides mineurs. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Là, vous avez le combustible uranium. L'uranium naturel a été transformé, a été enrichi avec un peu plus d'uranium que dans l'uranium naturel. Là, vous avez un assemblage qui est constitué de petits crayons qui contiennent cet uranium, justement, et l'ensemble des assemblages constitue le cœur du réacteur. Donc vous avez ce que j'ai dit, la production de chaleur dans le circuit primaire, la production de vapeur à travers les échangeurs et les circuits secondaires, et après la production d'électricité avec la turbine et le circuit tertiaire. Ça, c'est le côté, je dirais, utile de l'affaire, c'est-à-dire on produit de la chaleur et puis de l'électricité, mais en parallèle, et c'est ça le défaut majeur de l'utilisation de cette énergie nucléaire, c'est la production de produits de fission et de transuraniens, c'est-à-dire les éléments qui n'existent pas dans la nature, qui sont créés à l'intérieur du réacteur, et qui sont le plutonium, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les actinides mineurs. Alors, il y a un système de protection, parce que justement, ces produits de fission et transuraniens sont extrêmement radioactifs et extrêmement dangereux. Et il y a un système de production qui est constitué par la gaine du combustible, vous voyez les petits combustibles qui sont à l'intérieur de l'assemblage, par la cuve du réacteur et par l'ancêtre en béton qui protège le réacteur. Si on en vient aux déchets, ce qu'on appelle les déchets radioactifs, c'est-à-dire tout ce qui résulte de ces activités d'utilisation de l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité, ce qui est important, c'est qu'il y a des déchets absolument à chaque étape du combustible nucléaire. La première étape, c'est l'extraction du minerai d'uranium. Alors, il y avait, dans les années 50, 60, et un peu moins en 70, on avait des mines d'uranium en France. Maintenant, elles sont fermées, mais il y a 250 sites miniers en France qui ont des déchets radioactifs, c'est-à-dire des résidus de mines. Alors, tant que l'uranium était dans le minerai était dans la terre, il y avait une certaine radioactivité, mais qui est relativement faible. Mais vous avez des endroits, en particulier à Bessines, dans le Limousin, ou dans d'autres endroits, où ces résidus sont radioactifs et peuvent polluer éventuellement les cours d'eau, etc. Et donc, il y a des sites un peu partout, mais surtout dans les terrains granitiques. Ensuite, aujourd'hui, on importe tout le minerai d'uranium utilisé en France, ce qui est quand même assez considérable, à peu près 1000 tonnes d'uranium par année, et on l'exploite au Niger, on importe du Canada, du Niger et de plus en plus du Kazakhstan. Et évidemment, personne, sinon la CRIRAD ou des organismes comme ça, ne s'inquiète des conditions de travail dans ces pays. Donc, évidemment, on vous explique que le nucléaire représente l'indépendance énergétique de la France. Il faut savoir que tout l'uranium est totalement importé. Après ça, on importe donc ce minerai d'uranium sous la forme d'un composé qu'on appelle yellow cake. Vous entendrez ce mot. C'est un oxyde d'uranium qui a une couleur jaune, qui va à Malvésie, où encore on trouve des usines de conversion, de concentration et de conversion du minerai pour produire
un gaz d'uranium. Et là, à Malvézy, vous le savez, il y a des luttes, en particulier sur les conditions de travail et sur les pollutions qui résultent de ces opérations chimiques de concentration et de conversion. Après ça, on envoie un gaz d'uranium, comme l'UF6, hexafluorure d'uranium, aux usines d'enrichissement qui sont à Pierre-Latte, sur le Rhône, et qui permettent de passer de l'uranium naturel, dans lequel la proportion d'uranium 235 est faible, c'est 0,7%, tout le reste c'est l'uranium 238, et là on passe à un uranium, par des procédés qu'on pourrait discuter, mais on n'a pas trop le temps, on passe à de l'uranium enrichi à 3 à 5%. Et il résulte de cette production d'uranium enrichi des stocks considérables d'uranium appauvri, c'est-à-dire d'uranium dans lequel il y a beaucoup moins d'uranium 235, puisqu'on a enrichi on a retiré plus d'uranium 235 pour aller dans l'uranium enrichi. Et donc pour une tonne d'uranium enrichi qui va être utilisée dans les réacteurs, vous avez 7 tonnes qui sont en fait des déchets. Alors comme on dit qu'on va pouvoir les utiliser dans d'autres réacteurs, etc., on appelle ça des matières nucléaires, mais en fait ce sont des quantités considérables, milliers de tonnes qui sont stockées pour le moment dans des hangars, etc., mais qui sont radioactifs et qui poseront des problèmes à l'avenir. Ensuite, on met, avec cet oxyde d'uranium, on fabrique du combustible dans un autre endroit. Donc vous voyez, à chaque étape, il y a des tas de transports radioactifs qui se promènent à travers la France pour aller dans les usines. Et on fabrique des combustibles, et puis les assemblages qu'on a vus sur l'image précédente, et là, on les met dans les réacteurs. Et dans le réacteur, on a production de produits de fission, de plutonium et d'actinide mineure. Un combustible irradié, c'est-à-dire on laisse le combustible qu'on a mis dans le réacteur à peu près 3 ans, et donc on retire par tiers, un tiers du réacteur, et chargé et déchargé chaque année. C'est-à-dire tous ces réacteurs qui équipent la France, ils sont arrêtés chaque année pendant un mois et demi pour changer un tiers du combustible. Dans un combustible irradié qui contient, je rappelle, les matières les plus dangereuses, c'est-à-dire les produits de fission et les transuraniens, vous avez encore 95% d'uranium, alors qu'il y avait 100%, mais il y a 1% de plutonium qui a été produit à l'intérieur du réacteur et 4% de produits de fission plus actinide mineure. Qu'est-ce qu'on en fait? On les entrepose dans des piscines à côté du réacteur. Voilà, combustible en piscine de réacteur, c'est-à-dire à côté du réacteur, vous avez un autre bâtiment qu'on appelle le bâtiment réacteur, dans lequel il y a un grand bassin dans lequel sont stockés les combustibles irradiés pendant un certain temps. Alors je reviens en arrière. Alors là, c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Et beaucoup plus compétent. Alors, donc on est sorti du réacteur. On a mis les combustibles irradiés dans les piscines. Ce qu'il faut, à chacune de ces étapes, vous avez donc des produits radioactifs qui sont produits parce que vous changez des équipements, vous avez de la radioactivité, vous avez des pertes, vous avez des rejets dans l'atmosphère, vous avez des rejets dans les rivières en particulier. Et puis, en plus du combustible qui contient toute cette radioactivité, vous avez les déchets de remplacement, de maintenance et d'exploitation. C'est-à-dire, si vous changez une pompe dans une usine qui a travaillé sur du plutonium, elle est radioactive. Si vous changez une vanne, si vous changez n'importe quel équipement, vous avez des matériaux radioactifs qui deviennent des déchets, parce que cela, on ne peut pas les réutiliser dans l'industrie nucléaire. Et vous aurez, à la fin de la vie des réacteurs, le démantèlement des centrales et des usines nucléaires, c'est-à-dire des quantités considérables à la fois d'équipements métalliques, des cuves, les générateurs de vapeur, les évaporateurs, les vannes, je vous en passe, et tous les bâtiments, l'enceinte de confinement en béton, les cuves en acier, etc. Donc vous voyez qu'à chaque étape, on a des productions de déchets radioactifs sous différentes formes. Alors, on en arrive là au combustible en piscine de réacteur. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que dans tous les autres pays qui ont d'importants programmes nucléaires, les États-Unis,
qui ont une centaine de réacteurs. La France est très importante par habitant, le plus important au monde par habitant et par proportion de production d'électricité, c'est à peu près 75%. Les États-Unis, c'est le pays où se sont construits le plus de réacteurs, ils en ont une centaine. Donc les États-Unis, la Suède, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, enfin, les grands pays nucléaires, disons, tous s'arrêtent au combustible irradié. Ils considèrent que le combustible irradié qui contient les plus grandes proportions de produits radioactifs, ça s'arrête là, c'est ça qui constitue les déchets. Et donc ils vont chercher éventuellement des solutions pour stocker ces déchets, etc. En France, et jusqu'à récemment au Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni vient d'arrêter, c'est pas du tout la politique qui est suivie. La politique consiste à garder les combustibles dans la piscine de réacteur à peu près 2 ans environ, et envoyer tous ces combustibles irradiés à l'usine de La Hague. Alors que fait l'usine de La Hague? L'usine de La Hague, c'est une usine de retraitement, en fait une usine de traitement des combustibles irradiés, dans l'objectif, non pas, parce que maintenant on nous dit que l'usine de La Hague c'est bien pour la gestion des déchets. En fait, l'usine de La Hague a été construite et continue à fonctionner pour la production du plutonium. Alors au départ, historiquement, si vous voulez, on peut dire une certaine malédiction a été liée au fait que les premiers équipements nucléaires ont été faits pour fabriquer la bombe. Et donc on a développé des usines d'enrichissement d'uranium, puisque si vous avez de l'uranium très enrichi, vous pouvez faire une bombe. C'était la bombe d'Hiroshima. Et si vous, avec des réacteurs, vous produisez du plutonium et que vous faites du retraitement, c'est-à-dire que vous extrayez ce plutonium du combustible irradié, vous faites une bombe au plutonium, et c'est la bombe de Nagasaki. Et donc, il y a eu un énorme développement des usines militaires pour la production, pour les réacteurs producteurs de plutonium, les usines de retraitement pour la production de plutonium, et les usines d'enrichissement pour la production d'uranium enrichi. Et c'est après qu'on est passé au civil. Et en particulier pour les réacteurs qui équipent les centrales nucléaires françaises, qui sont des réacteurs à eau ordinaire, PWR en anglais, sont les modèles des réacteurs de moteurs de sous-marins atomiques. Et c'est à partir de là que les boîtes américaines comme Westinghouse ont développé ceux qui sont devenus les réacteurs français qui ont été construits d'ailleurs sous licence Westinghouse. Donc ça, c'était pour les réacteurs. Le retraitement, production du plutonium, pour les usines, pour les besoins militaires, et ensuite pour des réacteurs dont vous avez entendu parler, qui sont qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides sur générateur, dont le modèle est Superphénix en France. Tout ça a été désastreux partout. En Angleterre, ils ont un Superphénix, ou un petit Superphénix, qui est en cours de démantèlement, c'est une catastrophe. Aux États-Unis, ils ont abandonné. Le Japon, ils viennent d'abandonner leur réacteur qui n'a jamais fonctionné. Donc il restait la France avec Superphénix. Quand on a arrêté Superphénix, on aurait pu dire ben, on n'a pas besoin de plutonium, puisque le plutonium était le combustible des surgénérateurs. On n'a pas besoin de plutonium, on va arrêter. Pas du tout. Il faut continuer à produire du plutonium parce qu'on ne sait jamais, un jour, on reviendra au surgénérateur. Donc méfiez-vous, c'est ce qui est prévu dans les textes. Et donc on continue à fabriquer du plutonium, mais comme on ne peut pas accumuler le plutonium parce que c'est quand même très dangereux d'avoir du plutonium sur les étagères, parce que c'est un produit d'abord extrêmement dangereux du point de vue de la radioactivité, des risques, mais aussi on peut fabriquer des bombes. Et on a déjà quand même à La Hague 50 tonnes de plutonium sur les étagères. Donc on aurait pu se dire qu'on pouvait arrêter, pas du tout, mais on a trouvé une solution, c'est eux si vous voulez, bon, trouver une solution qui est de mélanger ce plutonium à l'uranium appauvri, qui est issu de l'enrichissement, pour fabriquer les combustibles MOX, dont vous avez entendu parler. Combustible MOX, MOX ça veut dire oxyde, un mélange d'oxyde d'uranium appauvri et d'oxyde de plutonium, des combustibles MOX qui sont mis dans les réacteurs nucléaires et qui sont après sortis comme les autres. Au bout de quelques années, on les met en piscine et au bout de quelques années, on les met à La Hague. Mais on ne recycle pas les combustibles MOX. Parce qu'il faudrait une usine différente, etc. Donc finalement, vous avez à La Hague
une accumulation de... Au lieu de garder le combustible irradié tel qu'il est, comme font les autres pays, on prend le combustible irradié, on le découpe en petits morceaux, on les met dans une sauce chimique et on sépare d'un côté l'uranium, qu'on appelle l'uranium de retraitement, dont on ne fait rien, qu'il faut stocker dans d'autres endroits, le plutonium que l'on va utiliser pour faire le MOX, et l'ensemble le plus dangereux qui est le mélange entre les produits de fission et les transuraniens. D'accord? Et là, donc, le retraitement complique les choses de façon extraordinaire, puisque finalement, on a à l'usine de La Hague, d'abord il faut tous les transports de combustible irradié à partir des centrales nucléaires jusqu'à l'usine de La Hague. Ensuite, vous avez l'entreposage en piscine à La Hague, et comme vous entassez des combustibles irradiés, initialement à l'uranium, mais en plus les combustibles MOX, les piscines de La Hague sont pratiquement pleines, donc on a un problème de capacité de piscine à La Hague. En plus, ces piscines de La Hague sont, vous avez dû voir les différentes manifestations de Greenpeace, les piscines de La Hague et les piscines des réacteurs nucléaires ne sont pas protégées. Surtout les piscines de La Hague, c'est un hangar. Vous voyez, en haut de la piscine de La Hague, on ne le voit pas ici, c'est simplement un toit métallique, c'est-à-dire il n'y a pas de protection en béton qui serait, par exemple, qui permettait de protéger par rapport à une chute d'avion. Et les piscines de La Hague contiennent l'équivalent de 100 cœurs de réacteurs. Donc La Hague est probablement le lieu le plus dangereux au monde du point de vue de la concentration de matière radioactive. Le retraitement produit du plutonium par la séparation chimique de l'uranium de retraitement qui lui-même est stocké, c'est-à-dire on n'en fait rien. Le plutonium qu'on met dans le MOX avec un stock quand même de 50 tonnes et les produits de fission et les activités minaires. Cette usine a des rejets dans l'air et dans l'eau, des rejets radioactifs importants, surtout dans l'eau. Et La Hague a été choisie en particulier parce qu'il y a au large de La Hague un très fort courant qui fait qu'il y a un tuyau qui prend tous les rejets liquides et qui va dans le courant, et comme ça, ils vont dans l'Atlantique Nord et on n'en parle plus. Et puis des déchets d'exploitation, c'est-à-dire les métaux, des gaines de combustible et des métaux des assemblages. Il y a une distinction qui est faite en France en particulier entre ce qu'on appelle les déchets radioactifs, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas considéré comme pouvant être recyclé, et puis ce qu'on appelle les matières nucléaires, ce sont le plutonium qui est recyclé, lui il est recyclé dans le MOX, mais l'uranium, par exemple, n'est pas recyclé, mais on dit que peut-être un jour on le recyclera. Et puis il vous reste la concentration la plus forte de produits de radioactivité, qui sont les produits de fission, les actinides minaires dont j'ai parlé. Ceux-là, on les mélange aux composants du verre et on fait des blocs de verre. Alors, on fait des blocs de verre. Ces blocs de verre, on peut rien, c'est tellement chaud et tellement radioactif qu'il n'est pas possible ni de les transporter, ni de faire quoi que ce soit. Donc, ils sont stockés ou entreposés à La Hague dans des silos. Vous voyez le sommet des silos là dans la grande salle, donc c'est des cylindres dans lesquels l'air circule et refroidit les combustibles. Ils sont mis, les verres, c'est des blocs de verre, je sais pas, à peu près comme ça, quoi, hein, comme des bidons, comme des gros bidons d'essence ou de fuel, et on les met dans des conteneurs en acier, on les enfile dans des silos, c'est-à-dire des colonnes, où l'air circule et refroidit. Et avant de pouvoir les mettre ailleurs, et éventuellement dans les projets officiels à CIGEO, il faut entre 60 et 70 ans pour pouvoir les transporter. Justement parce qu'ils sont très chauds et très radioactifs. Donc, vous voyez cette accumulation de déchets tout au long de la chaîne, et à la fin, la production de ces verres et de ce qu'on appelle les déchets de moyenne activité. Donc les verres, c'est des déchets de haute activité, à vie longue, parce que vous avez des produits de fission et des transuraniens, et la moyenne activité, c'est par exemple les gaines de combustible, les métaux des assemblages, et un certain nombre d'équipements ou d'outils qui sont devenus très radioactifs. Alors,
pourquoi tout ça, c'est quand même bien embêtant, parce que d'une part, tous ces corps qui sont là sont radioactifs, c'est-à-dire dangereux pour la santé du fait de l'émission de particules, soit des particules alpha qui sont des noyaux, des petits noyaux d'hélium, soit du bêta qui sont des neutrons, soit des neutrons eux-mêmes, soit des gamma qui sont des rayons X très puissants. Donc si vous êtes à côté d'un combustible, d'un vitrifié par exemple, vous mourrez très rapidement. Enfin, tout le monde n'est pas près de ces... Alors vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est la demi-vie de quelques isotopes dans les combustibles irradiés. Il y en a beaucoup, il y en a énormément, il y a pratiquement tous les éléments qui existent, qui sous forme d'isotopes, c'est-à-dire, par exemple, le plutonium, il a 17 isotopes. Donc, une fois que vous avez parlé de plutonium, vous voyez, très différent. Le plutonium 239, qui est fissile, c'est lui qui est utilisé dans les bombes et qui est utilisé dans les combustibles MOX. Il a une demi-vie de 24 000 ans. Et demi-vie, ça veut dire que simplement, c'est pas la moitié de sa vie, c'est le temps au bout duquel la moitié s'est transformée, donc a disparu en se transformant dans d'autres éléments. Et donc, vous voyez que la fois d'après, ça sera 24 000. Et puis, chaque fois, si vous voulez arriver à un facteur, à une réduction de 100 de la radioactivité, ça vous amène à très longue période. Alors, je ne vous parle pas du plutonium 244, c'est 81 millions d'années. L'uranium 235, 700 millions d'années. L'uranium 238, 4,5 milliards d'années. Ça veut dire qu'en fait, l'uranium, la plupart des corps qui ont été créés au moment de la constitution de la Terre, ils étaient radioactifs, mais ceux qui étaient de vie courte, ils ont petit à petit disparu. Mais l'uranium, il est resté parce que sa radioactivité sa demi-vie est très longue. Hop, ça. Alors, radioactivité, contenu radiologique, très rapidement, ce que j'ai dit. Donc, il y a trois types de particules. Il y a des particules ou des rayons gamma. Le symbole, l'unité de radioactivité, c'est le becquerel. Alors, c'est une unité qui simplement, c'est le nombre de désintégrations qui s'y produisent par seconde. Et un becquerel, c'est une désintégration. Donc, vous voyez que pour mesurer la radioactivité d'à peu près n'importe quoi, on va trouver très vite des milliers de becquerels, des millions de becquerels, des milliards de becquerels, et même la plupart des choses qu'on est capable de mesurer, la radioactivité par exemple, qui est partie lors de l'accident de Tchernobyl, c'est 12 millions de terabecquerels. Donc c'est une unité très petite, et donc on utilise couramment le terabecquerel pour désigner des fuites radioactives ou des contenus radioactifs d'un réacteur, par exemple, qui sont évidemment beaucoup plus élevés. Alors, les volumes, c'est intéressant. Vous avez donc les différentes sortes de déchets radioactifs qui sortent, des déchets nucléaires qui sortent de tout ça. Les hautes activités, c'est 0,23% en volume, c'est 94,95% en radioactivité. C'est ce que je vous ai dit, ce sont les verts et également ce qui est contenu... Non, ce sont les verts actuellement. Les moyens d'activité à vie longue, c'est-à-dire les métaux qui ont été produits à la Hague radioactifs, c'est 3% en volume et 5% en radioactivité. Faible activité à vie longue, c'est donc des produits qui sont beaucoup moins radioactifs, 0,14% de radioactivité, mais vous voyez que les volumes sont très importants, on commence à avoir des volumes importants, et vous avez des volumes de faible activité à vie courte, c'est pratiquement 1 million de mètres cubes, et après vous avez très faible activité, à peu près la moitié, mais il faut voir que très faible activité, ça va être par exemple une grande partie de ce qui va venir du démantèlement des centrales. Et donc on aura des chiffres considérables pour les très faibles activités. Pour le moment, on n'en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pratiquement pas eu de démantèlement. Donc vous avez un total en mètres cubes, un total en radioactivité. Vous voyez les 240 000 terabecquerels, ça veut dire 240 millions de milliards de becquerels. Ça, on ne voit pas très bien, c'est comme la fortune des gens les plus riches, on ne sait plus très bien
ce que ça veut dire. Alors, bon, ça, je l'ai vu rapidement. Alors, les matières nucléaires. Alors, les matières nucléaires, c'est donc tout ce qui est considéré comme étant recyclable. Est-ce que je vous ai dit? Il y a l'uranium appauvri issu de l'enrichissement. On en utilise une partie pour les combustibles MOX, mais comme le combustible MOX, c'est assez faible par rapport aux autres, c'est à peu près 15%, vous avez quand même 300 000 tonnes qui sont stockées dans des hangars à Bessines-sur-Gartempe, dans le Limousin. Vous avez l'uranium issu du retraitement. Là, c'est 30 000 tonnes. Et là aussi, on n'en fait rien du tout. Donc, c'est entreposé par Orano, donc ex-Areva, au Tricastin, à côté de Pierre-Latte, sur le Rhône. Vous avez le plutonium issu du retraitement. Même le plutonium, actuellement, on produit en plutonium ce qu'on peut mettre dans le MOX, mais on a quand même 54 tonnes à La Hague, dont à peu près 14 qui appartiennent aux Japonais, mais donc il en reste pas mal qui appartiennent à la France. Et je vous rappelle que pour faire une bombe, il faut 8 kilos. Alors une bombe militaire, c'est 6 à 7 kilos, et une bombe qu'on peut faire avec celui-là, c'est 10 à 12. Donc c'est moins bien, mais c'est quand même utilisable. Alors les combustibles irradiés, vous en avez des combustibles qui sortent des réacteurs, des combustibles à uranium, qui ne sont pas retraités parce que on produirait trop de plutonium. Vous avez le MOX qui n'est pas retraité, qui est stocké à La Hague, et vous avez les combustibles irradiés des surgénérateurs de superphénix qui sont aussi stockés. Donc vous avez à la fin, entre les déchets et les matières nucléaires, des quantités considérables de déchets radioactifs, bien entendu de niveaux de radioactivité différents, et stockés un peu partout en France, dans différents sites. En particulier, Bon, là, vous avez les sites où sont stockés des très faibles activités à Morvilliers, des faibles et moyennes activités à vie courte, à Tigulleville, c'est-à-dire à côté de La Hague, et à Soulaine, des faibles, moyennes activités à vie courte. Donc là aussi, ce sont des sites dans lesquels il y a des risques radioactifs. Et celui de la Manche, donc Tigulleville, est particulièrement mauvais parce que on s'est aperçu qu'en fait, il contenait certaines quantités pas faibles mais inconnues de faibles, parce que quand même on a fait un peu attention, mais il y a du plutonium, et donc par conséquent c'est un site qui théoriquement devrait être complètement revu. Alors la dernière étape, c'est les hautes activités, les moyennes activités à vie longue, c'est-à-dire les plus dangereux, qui sont donc actuellement à La Hague sous forme de verre pour les hautes activités et sous forme de bidons protégés, mais qui sont surveillés. Et c'est là que le gouvernement nous propose le projet CIGEO. Donc Bertrand Thuillier va vous présenter les avantages et les inconvénients. Merci. Merci Bernard pour ce brillant exposé sur le cycle des matières nucléaires et les déchets en particulier. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Alors, je vais voilà. Donc je vais débuter donc sur le projet CIGEO. Alors je dirais de manière un petit peu générale et de façon très pragmatique, je pense que par rapport à un projet, il est toujours utile de se poser quelques questions de base. Et ce sont ces questions que je vous propose de regarder ensemble ce soir. Alors quelles sont les questions? Première question, c'est de se dire à quoi ça va servir. Pourquoi CIGEO? On a eu un exposé donc, de Bernard, et donc on va voir comment et si CIGEO répond justement à tous ces déchets qui ont été produits par l'industrie électronucléaire. Également, dans un projet, c'est toujours bien de savoir d'où ça vient, quelle est l'origine et pourquoi on a choisi Bure, et par voie de conséquence, je dirais le choix de l'argile. Et on va voir si finalement l'argile est la roche la plus appropriée pour stocker des déchets nucléaires. Ensuite, la conception.
hein, le comment, c'est-à-dire une fois qu'on a dit quelle était l'utilité, donc le pourquoi, le où, comment, c'est-à-dire quelle va être la conception, quelle va être... Alors évidemment, je ne vais pas détailler l'ensemble du projet, mais c'est plutôt de voir quelle est l'approche, quels sont les principes qui ont été à l'origine de CIGEO et évidemment les risques associés par rapport à cette conception. Puis enfin, pareil, comme quand vous construisez une maison ou quand vous avez un projet, le dernier point, c'est savoir combien ça va coûter. Et donc ça, je pense que c'est important de revenir dessus et de voir justement, et vous avez vu, il y avait quelques polémiques d'ailleurs entre l'ANDRA et le gouvernement Ségolène Royal, mais on va voir que ça peut aller bien au-delà. Voilà, donc ce sont ces questions que l'on va poser, que je me propose de voir avec vous. On va voir des réponses et on va voir comment ces réponses, quels enseignements on peut tirer de ces réponses en 2019. Et derrière, essayer de voir quelles alternatives on peut envisager, quelles voies, différentes on peut, imaginer par rapport à ce projet. Alors, Premier point, pourquoi CIGEO? Alors on a vu, et Bernard l'a très bien expliqué, on avait deux types de déchets qui posaient réellement des soucis, les déchets moyenne activité vie longue et les déchets haute activité vie longue. Donc a priori, CIGEO est là pour traiter les déchets, donc pour traiter tous les déchets moyenne activité vie longue. Alors est-ce que c'est le cas? En fait, on a déjà donc 73 000, à peu près 80 000 m3 donc, de déchets moyenne activité qui sont prévus pour CIGEO. Mais il faut savoir quand même que dans ces 73 000 m3, enfin dans ces 80 000 m3 à peu près, on en a déjà pratiquement un cinquième, 18%, pour lesquels on a déjà quelques soucis. Il faut savoir que ces déchets, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a donné un avis défavorable. Ce sont ce qu'on appelle les déchets bitumineux, c'est-à-dire en fait ce sont des déchets dont la matrice est du bitume. Alors ça peut être 40-50%, mais au total ça fait à peu près 9 700 tonnes, parce qu'il y a réellement beaucoup de déchets. Et on sait très bien que ces bitumes, il y a un risque d'incendie du bitume. Tout le monde sait la dangerosité du bitume. Il y a également, ce sont des déchets qui peuvent évoluer, parce qu'en fait, dans cette matrice bitume, c'est un petit peu comme vous avez cette matrice. À l'intérieur, vous avez une production de gaz, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que radioactivité plus matières organiques, vous avez ce qu'on appelle la radiolyse, c'est une coupure de molécules, et de là, cette radiolyse va générer de l'hydrogène et donc augmentation du volume. Donc il y a ces éléments-là qui sont également pénalisants. Mais c'est également, pour l'ensemble de ces déchets moyenne activité, des déchets qui contiennent aussi des matières organiques. Et donc au total, et ça ce sont les chiffres de l'ANDRA, c'est à peu près 1000 m3 par an générés par ces déchets. Il faut savoir que, et ça je pense que tout le monde le sait, l'hydrogène, il faut faire un petit peu gaffe. 1 m3, c'est en puissance explosive, c'est à peu près 2 kg de TNT. Donc évidemment, c'est pas très... faut faire attention. Donc on voit déjà que même sur les déchets moyenne activité, on a quelques soucis dans la capacité de CIGEO à pouvoir les stocker. Également, il y a 20% en plus de ces déchets dont on ne sait pas trop ce qu'il y a. Ce sont principalement les déchets assez anciens. Et donc, évidemment, ça ne favorise pas la sécurité. Alors ensuite, deuxième utilité, c'est de stocker tous les déchets haute activité. Alors, dans l'inventaire de CIGEO, pour ce qui est prévu du chiffrage, c'est à peu près 10 000 m3 qui sont prévus pour le stockage. Mais vous avez bien entendu, et ça je pense que Bernard l'a bien expliqué, vous avez ce qui est considéré comme des déchets et vous avez les matières radioactives. Le plutonium n'est pas actuellement considéré comme un déchet. Tout ce qui est combustible usé, alors on peut utiliser le terme usé ou irradié, ce sont des éléments qui ne sont pas considérés comme des déchets. Et donc on voit qu'on a à peu près 68 000 m3 de ce type de matière radioactive, hautement radioactive, et en particulier les combustibles usés, qui ne sont pas intégrés dans CIGEO. Donc est-ce que CIGEO répond à la question des matières radioactives? Actuellement, non. Parce qu'on a ces 68 000 m3 qui ne sont pas intégrés. Il
faut savoir, et on le sait, enfin, non seulement ils ne sont pas intégrés, mais en plus, le stockage, si on devait, Landra parle souvent de flexibilité de CIGEO, si on devait vouloir les intégrer, l'IRSN a bien mentionné que CIGEO n'est pas adapté pour la manutention et le stockage de ces combustibles usés. Alors pourquoi? Alors, la première question qu'on pourrait se poser, parce que finalement, il fallait partir de l'utilité de CIGEO pour traiter tout l'ensemble de ces matières. Pourquoi CIGEO n'a pas été conçu pour accepter les combustibles usés? Mais pour une raison bien simple, et ça, je pense que, et Bernard l'a très bien expliqué aussi, enfin, je pense que c'est vraiment une très bonne mise en contexte, parce qu'en fait, CIGEO, c'est un vieux projet. CIGEO a été conçu dans les années 90, et dans les années 90, quel était l'avenir du nucléaire? C'était un peu le nucléaire flamboyant. C'était Phénix, c'était Super Phénix. Et donc, il était prévu d'utiliser ces matières nucléaires dans les futurs réacteurs, en particulier les réacteurs à neutrons rapides. Et alors, ce qui est assez fort, c'est que maintenant, on s'en rend compte, mais personne ne bronche, parce que là, la synthèse des scénarios, en fait, c'est une copie d'écran du bulletin de Landra de cet hiver. Enfin, il est sorti en novembre-décembre 2018. Et qu'est-ce que l'on voit? Et ça, c'était intéressant, et Bernard l'a également dit, c'est qu'on a différents scénarios de renouvellement. Scénario de renouvellement 1, 2 et 3. Et dans les deux premiers scénarios de renouvellement, qu'est-ce qui est mentionné? PR, puis RNR. Et que la requalification des combustibles usés n'est en aucune manière considérée comme des déchets. Ça veut dire qu'en fait, il est considéré actuellement, et pour CIGEO tel que c'est conçu, que non seulement on va avoir des EPR en renouvellement du parc nucléaire actuel, mais par la suite, des réacteurs à neutrons rapides. Et quand vous regardez sur Wikipédia, réacteurs à neutrons rapides, c'est Phénix et Super Phénix. Mais maintenant, ils ont été démantelés. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc on voit bien qu'en réalité, CIGEO n'est absolument plus adapté, ne répond absolument pas à cette question d'enfouissement, enfin de traitement de ces déchets. Et ça, on peut non seulement le voir, parce que ça, c'était dans les années 90, mais à l'origine de CIGEO, pareil, c'était bien dans les années 90. C'était quoi? C'était la loi Bataille de 91 qui devait voir un certain nombre il devait y avoir 3 voies de traitement de ces déchets. C'était la transmutation, c'était l'entreposage longue durée et l'enfouissement. Et dans l'enfouissement, il devait y avoir différentes matrices pour tester justement, ce qui était le plus approprié. C'était du granit, c'était de l'argile, c'était du basalte, etc. Et il y a eu des demandes de construction de laboratoires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, la plupart des départements n'étaient pas complètement, naïfs et ne se sont pas précipités sur le fait d'accueillir un laboratoire pour étudier les déchets nucléaires. Quels sont les 2 départements qui finalement sont restés? La Meuse et la Haute-Marne. Le Gard, évidemment, les vignerons ont vite, compris la manœuvre. Et donc, il y a eu la création du laboratoire à Bulle en 1998. En 2005, il y a eu le dossier de faisabilité, qui était un dossier scientifique, mais qui n'avait en aucune manière traité les questions industrielles de mise en place d'une installation. Et en 2006, un stockage souterrain à Bulle. Donc quel est l'enseignement de tout ça? Et on le voit bien, c'est que finalement, pourquoi le choix de Bure? C'est pas du tout un choix scientifique, c'est un choix politique. Et alors, quelle est la résultante de tout ça? C'est qu'en réalité, on a choisi, le fait de choisir Bure, c'est-à-dire que le fait que l'attrait des départements, l'attrait financier, on s'entend, c'était pour avoir un peu d'argent, ça a fait en conséquence que l'enfouissement, la structure d'enfouissement était dans de l'argile. Parce qu'évidemment, ici, c'est plutôt de l'argile, on n'est pas dans le Massif central, etc.